à interagir avec nos intervenants. Vous pouvez, à travers le chat, nous poser des questions et on tâchera d'y répondre le cas échéant. Je ne vais pas occuper la parole beaucoup plus longtemps. Je vais laisser nos 4 intervenants se présenter et je laisse tout de suite la parole à Oussama Sadi de Déjà Mobile. Merci Mathias, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Oussama Sadi, je suis donc CEO et cofondateur de Déjà Mobile. J'ai aussi le plaisir d'introduire cette session. Donc, je vais présenter successivement, juste avant leurs interventions respectives, chacun des intervenants. Alors vous allez voir que grâce aux 4 interventions de ce matin, on va avoir un panel assez large de services de paiement, aussi bien des services de paiement qu'on peut qualifier d'alternatifs. Donc on va parler de crypto actifs, de Bitcoin, on va parler de monnaie citoyenne, de monnaie locale. Et ensuite on va revenir dans le monde du paiement plus, j'allais dire, plus traditionnel, adossé à des systèmes bancaires, avec les interventions d'Elite et de Déjà Mobile. Alors l'idée, c'est encore une fois de vous donner ce panel assez large et d'interagir, j'espère, avec vous pour répondre à vos questions. Donc je vais commencer par donner la parole à David Bustani. Donc David, pour le présenter rapidement, est un serial entrepreneur, on peut dire ça, puisque David, tu as commencé à l'âge de 18 ans, ta première activité entrepreneuriale. Tu as travaillé dans différents secteurs, plutôt technologiques, mais également des secteurs plutôt artistiques, dans la musique par exemple, dans le management artiste, etc. Et en 2018, tu as créé avec 2 associés la société Bitcoin Avenue, qui est devenue un acteur assez important dans notre territoire, mais également à l'échelle nationale, dans le domaine donc, du Bitcoin. Tu vas nous expliquer tout ça. Et aujourd'hui, vous avez franchi une étape importante, puisque vous êtes reconnu en tant que en tant que prestataire de services sur actifs numériques, ce qui vous donne un statut, je dirais, officiel et reconnu par l'État. Voilà, donc à toi. Ok, merci Oussem. Donc oui, pour présenter rapidement Bitcoin Avenue, c'est l'une des premières agences en France à se spécialiser entièrement dans l'accompagnement des investisseurs dans les crypto-monnaies. Donc notre mission, c'est de faciliter, surtout de simplifier, de sécuriser l'accès à l'investissement en crypto-monnaie, qui comporte beaucoup de pièges, surtout pour les nouveaux investisseurs. Donc voilà, c'est une agence qui est basée à Caen, et comme a dit Oussem, qui est créée depuis 2018. Alors, quel plaisir de commencer cette table ronde sur les... Ah, Oussem a un petit problème de lancement, je t'en prie. En tout cas, c'est un vrai plaisir de commencer cette table ronde sur les technologies de paiement en commençant par parler du Bitcoin. C'est plutôt assez atypique. Et ça va me permettre surtout de pouvoir vous présenter à quel point les crypto-monnaies et le Bitcoin ont pu se développer comme moyen de paiement à travers le monde. Et aussi, c'est une occasion de parler des vrais fondamentaux du Bitcoin, puisqu'on en parle souvent dans le cadre d'investissements spéculatifs. Alors, on va y arriver. Je vais continuer quand même pour qu'on ne prenne pas de retard. Pour rappeler rapidement les fondamentaux du Bitcoin, c'est tout d'abord une monnaie, n'en déplaise à Christine Lagarde qui l'attaque assez fréquemment. C'est une monnaie qui a cette particularité de fonctionner en dehors du système bancaire et de s'échanger directement d'utilisateur à utilisateur, donc sans passer par un tiers de confiance. C'est une monnaie qui est acceptée aujourd'hui dans près d'1,5 million de magasins, de sites internet, etc. à travers le monde, principalement en Amérique du Sud, spécialement au Brésil, puisque l'équivalent de Ingenico au Brésil surtout accepte le Bitcoin depuis un certain temps. C'est aussi une monnaie qui est libre, qui n'est pas en fait, ce qu'on appelle une monnaie décentralisée, puisqu'elle n'est pas sous la coupe d'un gouvernement ou d'une banque centrale. Et ce qui permet aussi de donner une monnaie à les 1,8 milliard de personnes qui ne sont pas bancarisées dans le monde. Voilà, Bitcoin, c'est donc une monnaie, c'est aussi un système de paiement à part entière, et c'est la première monnaie de l'histoire qui combine ces 2 caractéristiques. Donc, comme je l'ai dit, c'est un système de paiement qui permet des échanges en peer-to-peer, donc directement d'utilisateur à utilisateur, qui est totalement open source, libre, consultable, et qui a cette particularité également d'être consultable par tout un chacun, donc d'être totalement transparent.
Et puis le troisième qualité de Bitcoin, c'est aussi d'être un actif et une réserve de valeur, de par une caractéristique, super, merci. De par une caractéristique qui est vraiment la plus importante, c'est que le nombre de Bitcoin est limité à 21 millions. Il y a tout un processus qui est codé dans le code du Bitcoin qui fait que l'émission monétaire est contrôlée. Il y a, pour détailler un petit peu plus, toutes les 10 minutes, il y a un nombre précis de Bitcoin qui sont émis jusqu'à arriver à 21 millions. Donc on le compare souvent à l'or pour cette caractéristique-là. L'or qui est lui-même une réserve de valeur puisqu'on ne peut pas extraire plus d'un pourcentage fixe d'or par an. Donc c'est un peu le même principe avec Bitcoin qui vient complètement en opposition avec nos monnaies actuelles de par ce principe déflationniste. Et comme on le dit souvent aussi, sa valeur est basée sur l'offre et la demande. Alors on le dit souvent de manière négative, c'est en fait le cas pour beaucoup de choses comme l'immobilier par exemple, quoi. Donc voici pour les fondamentaux. Juste pour rappeler, ce qui est quand même un cap important, c'est que le Bitcoin a dépassé la capitalisation de 1000 milliards de dollars, il me semble en mai 2021. Ce qui commence quand même à faire pas mal de capitalisation. Donc on est au-dessus, pour avoir un ordre d'idée, on est au-dessus de Visa, Mastercard, etc. La capitalisation totale des crypto-monnaies, elle est de... Alors hier, elle était de 2300, 2400 milliards, il me semble. Donc on n'est plus sur une simple bulle comme ça a pu être à une certaine époque. Là, on est vraiment sur un contexte d'adoption de masse, surtout depuis 2 ans, et surtout dans le contexte de la crise du Covid. Voilà, donc le nombre d'utilisateurs forcément lui-même augmente et pourtant, même si on est à 221 millions d'utilisateurs, alors c'était en juin 2021, le nombre d'utilisateurs est relativement compliqué en fait à quantifier. On peut se dire que ça représente environ 3,9, il me semble, 3,9% de la population mondiale. Donc on est sur un début d'adoption, mais il y a encore un bel avenir en termes d'adoption pour le Bitcoin. La répartition géographique de l'adoption des cryptos en 2021, elle est plutôt surprenante en fait. On pense que ce sont plutôt les pays occidentaux ou asiatiques qui sont en tête de par leur approche d'investissement dans les crypto-monnaies. Et bien au contraire, ce classement il est assez impressionnant. C'est plutôt le Vietnam en fait qui est loin devant les autres pays. Alors je ne prétends pas connaître la situation économique du Vietnam, n'empêche que c'est une donnée qui m'a plutôt surpris. Par contre, on a beaucoup parlé du Venezuela dernièrement, et depuis un peu plus d'1 an, puisque le Bolivar s'est effondré de environ 98%. Pour la petite anecdote, les Vénézuéliens en sont arrivés à devoir avoir 1 mètre cube de billets pour acheter un poulet, par exemple. Donc l'argent était inutilisable. On a vu des photos assez parlantes de trottoirs jonchés de billets de banque qui ne valent plus rien. Et il y a eu un contexte d'adoption de masse de la population pour le Bitcoin grâce à une technologie qui s'appelle le Lightning Network, donc qui est un réseau parallèle à Bitcoin qui permet de l'échanger avec moins de frais et plus rapidement. Et puis dernièrement, alors je ne vous parle pas de tous les autres pays, mais on voit bien que la France n'est même pas dans le tableau. Et il y a très peu de pays européens, il n'y en a même pas du tout, il me semble, effectivement. Donc on voit bien par contre qu'en Amérique latine, il y a quand même une adoption assez croissante, et également dans les pays asiatiques. Et la grande nouvelle de cette année, qui est sûrement la nouvelle la plus importante depuis l'apparition du Bitcoin, c'est que le Salvador, en septembre dernier, a introduit le Bitcoin comme monnaie ayant cours légal aux côtés du dollar. C'est une introduction qui n'a pas plu à tout le monde nécessairement. Mais il faut se remettre dans le contexte que qu'au Salvador, avant ça, il y avait 71% des habitants qui n'étaient pas bancarisés. Et effectivement, cette phrase qui est assez parlante, c'est que Bitcoin a permis en 3 semaines l'inclusion financière de plus de Salvadoriens que les banques sur les 50 dernières années. Et enfin, ce qui est plutôt une fierté, je dirais, pour tout Bitcoiner qui se respecte,
l'avènement des CBDC, ce qu'on appelle les Central Bank Digital Currencies. Finalement, en à peine 12 ans, même avant ça, Bitcoin aura quand même permis d'amener cette technologie dont j'ai pas encore parlé d'ailleurs, qui s'appelle la blockchain, qui a fini par inspirer un changement radical dans l'approche de l'émission monétaire et la transmission monétaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on considère qu'il y a à peu près 2/3 des banques centrales dans le monde qui préparent un projet de digitalisation de leur devise sous forme de crypto basé sur la blockchain. Et vous voyez que donc, certains pays en sont encore à l'état de recherche, d'autres à l'état d'expérimentation. Et la Chine a déjà implémenté son yuan numérique. Avec une approche assez surprenante, c'est qu'ils ont introduit ce yuan numérique par le biais des grosses sociétés type Alibaba, etc., pour les mettre en circulation. En Europe, on y travaille, les États-Unis aussi, et je pense que ça va induire un changement assez radical dans les technologies de paiement, et voilà. Je m'arrête là. Oui, je pense qu'il faut passer à la conclusion. Merci David, parce que le temps malheureusement est compté. On a le temps de prendre une question avant de passer à la présentation suivante. Alors c'est juste une question très très, très courte. Ça concerne qui est-ce qui génère les règles en fait liées au fonctionnement de ces crypto-monnaies. Alors elles ont été codées dès le départ en fait. C'est toujours une question qui nous est posée. On ne sait pas vraiment qui a créé le Bitcoin en fait. C'est plutôt un groupe de chercheurs en cryptographie qui avaient travaillé sur ce projet-là depuis la fin des années 90, il me semble. Il y avait eu plusieurs projets du même type qui avaient toujours ce problème en fait, de la double dépense, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas garantir l'authenticité d'un Bitcoin quand il était transmis par Internet. Et il a fallu l'apparition de la blockchain pour que le projet Bitcoin puisse vraiment être lancé. Et en fait, donc, sans partir dans l'explication de ce qu'est la blockchain, ce sont des blocs, en fait, des blocs de données. Et dans ce premier bloc, il y a toutes les informations les 21 millions, enfin le montant maximum de 21 millions, etc. Tout ça est codé depuis le départ et codé sur une approche mathématique qui vraiment se déroule très bien depuis ces 12 ans. Et qui est assez bluffant d'ailleurs de comprendre que tout ça a été codé avant même, enfin dès le départ, et que ça fonctionne plutôt pas mal pour l'instant. Merci beaucoup David, sujet passionnant, je pense qu'on pourrait passer encore une heure à en discuter, sûrement. mais on va donc passer à la deuxième présentation qui sera faite par Guillaume Laurin, qui dirige aujourd'hui Rollon, qui est une monnaie normande citoyenne. Donc pour présenter Guillaume très rapidement, Guillaume a commencé par faire des études dans le domaine commercial. Ensuite, il a travaillé pendant quelques années dans l'univers mutualiste, en ayant eu plusieurs fonctions, plusieurs responsabilités pendant une quinzaine d'années. Et ensuite, il est tombé dans le monde du paiement à travers donc Rollon et cette monnaie citoyenne qu'il va nous présenter longuement, qui a été lancée en 2014, hein, c'est bien ça je crois, 2016 pardon, et donc dont tu t'occupes aujourd'hui. Donc à toi la parole, je vais basculer la présentation. Ah non, tu n'as pas de présentation. Pas de présentation, c'est dynamique. Voilà, c'est dynamique. Merci Oussem. Bon, vous l'aurez compris, je vais aller aussi à l'essentiel. Donc moi je suis Guillaume Laurin, je suis le directeur de l'association de monnaie normande citoyenne. On le constate après la présentation de David sur le Bitcoin, il est possible aujourd'hui de bouleverser ou en tout cas de s'adapter et d'adapter les règles dans le système monétaire, alors mondial pour le Bitcoin, et parfois plus local, à des échelles de territoire beaucoup plus locales. Des monnaies locales citoyennes et complémentaires, il en existe près de 5000 dans le monde. En France, depuis 2008, on en dénombre près d'une centaine, essentiellement 80, à des échelles de territoire allant du bassin de vie de quartier à une région. La monnaie normande citoyenne, c'est la première monnaie numérique à l'échelle d'un territoire région. Elle a été co-créée en 2016 par la région et l'association de monnaie normande citoyenne qui émet et gère des émissions de titres de paiement de monnaie locale, citoyenne et complémentaire. À la différence effectivement du Bitcoin, les monnaies locales citoyennes et complémentaires en France rentrent dans un cadre fixé par le législateur et donc depuis la loi de juillet 2014 sont encadrées sous la tutelle
de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. On va faire simple, hein, vous les connaissez un peu ici par la Banque de France, voilà, c'est le gendarme en fait des banquiers, des assureurs et des mutuelles. Voilà. Donc c'est très intéressant parce que pour une fois on fixe en fait un cadre réglementaire, ce qui permet à toutes ces structures soit associatives, soit mutualistes, soit sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif, de pouvoir fixer de nouvelles règles à leur échelle de territoire, puisque ce sont des monnaies locales, donc il y a une échelle un périmètre de territoire défini, on ne peut pas en sortir. Donc pour nous c'est la Normandie, donc on fixe les règles d'échange entre les acteurs économiques en Normandie, à savoir vous, moi, les particuliers, consommateurs, et les professionnels, artisans, producteurs, entreprises et collectivités également, c'est important de le souligner. Et j'insiste encore, la monnaie normande citoyenne, c'est la seule monnaie et la première monnaie en France à être sous l'égide de la collectivité région qui a la compétence du développement économique sur son territoire. Donc voilà pourquoi on l'a créé. Dans cette idée, après des constats et des volontés, des fermetures de commerce, d'où la nécessité de stimuler le commerce de proximité. Aujourd'hui, des problématiques liées à la transition écologique, à savoir le réchauffement climatique. Il faut travailler sur des circuits courts de proximité. Et tous ces problèmes peuvent être réglés par vous, par les entreprises et les acteurs économiques d'un même territoire, en recréant des échanges. Et la monnaie est ce liant, j'ai tendance à dire, entre chaque acteur économique pour le permettre. Donc aujourd'hui, afin de soutenir le développement économique, les commerces et les services de proximité, de favoriser les circuits courts, toujours dans une démarche d'amélioration, on dit souvent développement durable, mais en réalité on perpétue l'amélioration continue de nos pratiques, bien la monnaie normande développe un service de paiement qu'elle met à disposition d'un réseau de confiance qui partage les mêmes valeurs. Le local, fier d'être normand également, voilà. Et donc l'idée c'est effectivement à travers une simple application mobile d'effectuer vos achats au quotidien. Donc pour payer quoi ? Vos courses, l'alimentation, voilà, le vêtement, les produits locaux et artisanaux, mais aussi des services plutôt de proximité. Donc vous pouvez aller retrouver, aller au restaurant, payer votre coiffeur, l'épicerie, également des services publics. Et c'est là où c'est intéressant de travailler avec une collectivité. Et encore une fois, en Normandie, c'est possible. Donc aujourd'hui, pour une collectivité comme la collectivité région, mais également pour des collectivités, municipalités, une agglomération qui met en place des régies. Ça peut être effectivement le théâtre, ça peut être la piscine, ça peut être les transports. Aujourd'hui, les régies ont la possibilité d'encaisser des titres de paiement de monnaie locale citoyenne et complémentaire. C'est pour ça que c'est un petit peu différent effectivement du Bitcoin en paiement, voilà, de règlement de ces services-là. Et nous, là, au niveau de l'association, bien entendu, depuis 3 ans, nous développons un réseau d'utilisateurs. Donc, alors aujourd'hui, ça peut paraître un peu confidentiel à l'échelle d'un territoire-région, mais en réalité, il faut du temps pour gagner la confiance de ces utilisateurs, communiquer, et puis sans cesse nous adapter à des comportements. Et là, on l'aura bien compris avec cet atelier, que les usages diffèrent. Très rapidement, la monnaie locale en Normandie a opté pour la digitalisation des paiements. Donc vous ne retrouverez pas de billets coupons. C'était une demande du réseau de professionnels qui ne souhaitaient pas avoir une double comptabilité, une double caisse. Et donc, et aujourd'hui, on le voit très bien chez les commerçants, plus de 90% des échanges se font par virement. Les encaissements se font par la carte bancaire, des cartes prépayées. Et aujourd'hui, le paiement sans contact est proposé par l'association. Donc, vous téléchargez une application, vous créditez un compte, et en temps réel, vous pouvez effectuer un paiement chez votre commerçant du réseau. Simplement, voilà, en scannant. Alors aujourd'hui, c'est à la mode. Vous scannez un QR code, voilà, qui est celui-ci. Donc c'est la technologie qui est employée aujourd'hui, qui est sécurisée, et qui permet l'instantanéité du paiement au point de vente.
instantanément, le commerçant reçoit la notification et a connaissance du paiement, puisqu'il faut sécuriser aussi ces paiements, c'est très important. Et je crois que mes collègues en parleront après. Donc voilà pour ce qui fait aujourd'hui l'Eurolon. Donc notre ambition, c'est promouvoir effectivement l'économie normande en incitant les consommateurs à acheter local et en rajout durable. 2, développer les circuits courts de proximité et aussi de l'économie sociale et solidaire. Et puis 3, la grande ambition, c'est de fixer à terme, avec une masse monétaire importante, les flux financiers en région. Donc c'est de travailler aussi avec tous les acteurs économiques à fixer l'économie réelle et le PIB normand. Voilà, pour éviter des taux de fuite hors région. J'ai respecté le timing. Très bien, parfait. Merci Guillaume. D'ailleurs, ça nous permet d'avoir un peu plus de temps pour éventuellement prendre plusieurs questions. Il y en a une, Mathias. Ouais, alors une première question, et du coup, est-ce que tous les commerces normands sont équipés du coup de ce mode de paiement à ce jour? Enfin, on en est, que ce soit les boulangeries, enfin tous les commerces de proximité. Hein. Alors vous l'aurez compris, un peu à l'image d'une banque qui introduit un nouveau service de paiement digitalisé, donc ça va très vite pour le paiement, ça pas de souci. Pour autant, elle doit convaincre un réseau que nous on appelle dit d'acceptation, donc c'est accepter en règlement des achats de biens et de services proposés par des commerçants ou des acteurs économiques, une monnaie qui est différente de l'euro. Donc c'est pour ça ce qui est intéressant avec les monnaies locales citoyennes et complémentaires, notamment le Rolon, c'est qu'en réalité nous sommes à parité fixe avec la devise nationale, donc aujourd'hui avec l'euro. Et donc quand on a un Rolon en circulation, vous avez 1 euro qui est déposé sur un compte bancaire, donc auprès de nos partenaires Caisse d'épargne, Crédit Coopératif et une banque éthique, la NEF, qui notamment en plus réemploie et abonde la plupart du temps ses fonds en dépôt pour réfléchir pour des financements à dominante sociale, culturelle, sportive. Les commerçants, aujourd'hui, nous avons un réseau consolidé depuis 2 ans et demi, parce que c'est important, consolidé et de confiance, qui est de 504 commerçants. Voilà, et donc vous avez une majeure partie sur l'agglomération caennaise, à Caen, et après des poches de territoire dans la Manche, mais partout sur l'ensemble de la région Normandie. Et vous avez un site pour les identifier, ces commerçants? Vous avez en fait un tout en un dans l'application mobile, c'est-à-dire que vous avez votre compte bancaire, vous avez votre service de paiement, vous y retrouvez la liste des partenaires avec des renvois et des liens vers leurs réseaux sociaux pour communiquer et faire la promotion de leurs produits et services. Vous y retrouvez un principe de géolocalisation. Donc quand vous téléchargez l'application, vous êtes habitant à Caen, mais vous recherchez un commerçant local à Dieppe. Vous arrivez dans la rue, vous ne connaissez pas, vous cliquez, vous géolocalisez et autour de vous, dans un rayon de 200 mètres, vous allez identifier les commerçants. Très bien, merci. On a encore 1 minute, donc on peut prendre éventuellement une autre question. S'il n'y en a pas dans la salle, moi j'en ai une, mais... Ok, donc Jean-Pierre, David, non. Moi j'ai une question autour concernant le modèle d'affaires du Rolon. Est-ce qu'il y en a déjà un en place ou est-ce que vous êtes en train d'en construire un pour pérenniser? C'est une très bonne question. Donc, la région Normandie, aux côtés de l'association de monnaie normande, nous étions conscients depuis le début que nous étions dans une expérimentation et que ça allait prendre du temps, 2 à 3 ans. Et effectivement, aujourd'hui, donc après plusieurs méthodes, on a tâtonné, on a essuyé, comme on dit, un peu les plâtres à cette échelle de territoire. Donc aujourd'hui, on a des mesures et des métriques qui nous permettent de dire oui, nos utilisateurs ont la confiance et ils sont en perpétuelle croissance. Oui, la masse monétaire est en croissance. Oui, le réseau d'acceptation grossit. Les commerçants nous font confiance. Le volume de transactions, je suis heureux de le dire parce qu'aujourd'hui j'ai un chiffre significatif. Nous avons dépassé depuis 18 mois le million d'encours de transactions entre les différents acteurs économiques. Oui, la monnaie circule et c'était les effets attendus, c'est-à-dire que plutôt que de rester thésaurisé dans un compte en banque, là dans l'économie réelle, on stimule bien et les échanges de main en main. En réalité, avec je peux arriver à créer aujourd'hui une vitesse de circulation qui équivaut à pratiquement 6, ce qui est plutôt intéressant sur certaines boucles de territoire. Le modèle économique, globalement, la modélisation budgétaire, à horizon 3 ans, elle va s'effectuer par l'association, effectivement, poursuivra son rôle d'émission et de gestion monétaire, aura sans doute une structure ad hoc très rapidement sous la forme d'une société coopérative d'intérêt collectif pour dégager un objet
un peu plus commercial, mais toujours en créant des excédents et non des bénéfices, puisqu'on reste dans l'économie sociale et solidaire. Pour autant, nous avons, avec la technologie employée, avec Cyclos, notre moteur monétique, différentes briques fonctionnelles nous permettant de proposer une sorte de place de marché, des services de dématérialisation, de digitalisation pour les collectivités. Donc oui, le modèle économique est en route, c'est bien parti. Ok, merci beaucoup. Donc c'était vraiment intéressant et merci pour le respect aussi du temps de parole. Donc on a maintenant la deuxième partie de cette session qui démarre avec, on va revenir à des méthodes de paiement, j'allais dire plus traditionnelles, liées adossées au système bancaire. Donc le premier intervenant est Jean-Pierre Dubord, donc, que je connais depuis très longtemps et d'ailleurs il est connu sur la scène monétique nationale parce que tu travailles dans le domaine depuis 1990, donc c'est vraiment une très longue expérience. Tu as occupé plusieurs fonctions, en commençant sur des fonctions plutôt de développement logiciel, de conduite de projet. En plus, tu as eu après ça des rôles de direction dans différentes entreprises dans le domaine du paiement, toujours, jusqu'à arriver aujourd'hui chez Elite. Donc tu vas nous parler des Elite que tu as je pense, l'honneur de diriger depuis 2 ou 3 ans maintenant. Depuis 2013, oui, ça fait depuis très longtemps donc maintenant. Et voilà, donc Elite est au cœur de l'écosystème bancaire français puisqu'il s'agit d'un laboratoire de certification. Tu vas nous présenter ça. Également, Elite est au cœur de notre écosystème local puisque vous êtes à Caen et vous êtes très impliqué dans des projets dans la région. Merci Oussem. Voilà, donc le temps que la présentation arrive, donc je vais vous parler 2 secondes d'Elite. Donc Elite est une filiale du groupement des cartes bancaires installée à Caen depuis 2008. Et donc on est à peu près une 50aine de personnes, une PME. Voilà. Ah oui, donc c'est vrai qu'il faut que je synchronise la parole. Voilà. Donc notre signature, c'est You Innovate, We Validate. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on accompagne les entreprises, petites comme grandes, les industriels, dans leurs projets, dans leurs innovations. Donc on les accompagne comment? En faisant des tests. Alors des tests, on commence par des tests d'usage plutôt marketing, pour voir comment, entre guillemets, les vrais gens appréhendent la technologie, ce qu'elle pourra être. Donc on appelle c'est du user lab, de l'UX, donc user experience. On fait également des tests sur le terrain, parce que certains produits qu'on a évalués en laboratoire méritent d'être testés sur le terrain, parce qu'il peut y avoir des dysfonctionnements en fonction de certains paramétrages ou installations. Pour la petite histoire, on gère tous les incidents qui arrivent sur le terrain quand vous utilisez votre carte bancaire ou votre téléphone mobile pour payer. S'il y a des incidents, ils remontent chez nous, c'est nous qui les testons et après on améliore les méthodes de test. Donc on écrit des plans de test, on a des outils de test et on est un laboratoire de test où tous ces produits utilisés pour faire des transactions électroniques sécurisées ou passent voilà, sur nos outils pour du fonctionnel, de la caractérisation physique, du RF, radiofréquence, NFC pour le sans contact dont on va parler plus longuement, des tests d'interopérabilité, la biométrie. Donc voilà, on a quelques diplômes qui nous permettent d'exercer, donc carte bancaire, Mastercard, Visa, tous les grands schémas internationaux. Sur l'identité, on travaille également sur les passeports. On a des accréditations pour la biométrie avec FIDO. Et pour le transport, on a également les accréditations, les validations, les habilitations qui nous permettent d'accompagner justement les entreprises innovantes, les innovations par le test. Voilà. Donc, je passe à la suite. Donc, je vais vous parler du sans contact. Et en fait, le sans contact, c'est une technologie qui est apparue, on va dire, à la fin du siècle dernier. Mais bon, c'est une techno, c'est des radiofréquences. Après, on appelait ça le NFC, Near Field Communication. Et c'est rentré dans les mains de porteurs d'usage au début de ce siècle. Voilà. Donc, pour faire quoi? Du paiement, de la billettique transport. Un des premiers, c'était les contrôles d'accès. Donc voilà, c'était des badges sans contact. Mais après, bon, voilà, tous les acteurs du paiement, donc le monde bancaire, du transport public, se sont intéressés à ça. Et sur ce socle technologique NFC, sont apparus pas mal d'innovations, ou en tout cas, déjà, les supports existants ont intégré cette innovation dans les cartes, les téléphones mobiles. Maintenant, on y rajoute la biométrie, vous ne pouvez pas y échapper, il y a des campagnes de publicité à la télévision.
Et on voit, il y a des montres, des bagues, etc., etc. Donc je vais vous en parler un peu plus longuement. Alors, avant de rentrer dans les technos, quelques chiffres. Donc, les chiffres officiels, alors je parle juste au niveau domestique en France. Donc en gros, il y a à peu près 77 millions de cartes CB et 2 millions de commerçants qui acceptent ces cartes. Et tout ça pour faire 12 milliards de transactions et à peu près 500 milliards d'euros de transactions par an. Donc dans tout ça, il y a du sans contact. Alors là, c'est les chiffres du sans contact, carte et mobile. Et on voit l'évolution depuis l'apparition en 2016 et aujourd'hui. Et bon, on a les projections, d'ici la fin de l'année, on devrait atteindre les 6 milliards de transactions sans contact. Donc déjà, on voit, l'an dernier, le sans contact représentait 40% des paiements réalisés par carte bancaire et mobile. Donc en gros, ça a été multiplié par 10 en quelques années. Donc on voit quand même qu'il y a une progression. Et la courbe, les courbes parlent d'elles-mêmes. De l'autre côté, il y a les montants qui sont en jeu. Et bon, pour revenir sur Elite et la Normandie et Caen, on zoome plutôt, tous les produits, tous les équipements, les cartes, les mobiles, les terminaux de paiement, tout ce qui contribue à faire ces transactions est forcément passé en test chez Elite. Voilà. Donc, tout ça pour dire, voilà, on est parti d'une innovation technologique et voilà comment on l'a mené donc dans cet accompagnement à une échelle industrielle avec les chiffres que vous voyez là. Voilà. Donc ça, c'était pour un peu situer le chiffre. Alors, je vais vous parler de quelques cas, quelques exemples, soit d'usage ou de technologies qui vont contribuer ou qui ont contribué à l'accélération du paiement sans contact. Voilà. Donc le plus marquant, et je pense celui qui a fait faire un gap, peut-être multiplié par 2, passer de 3 à 6 milliards, j'ai du mal, c'est le passage du paiement sans contact. Donc ça a été initié dans le cadre du Covid. Voilà, donc c'était un des gestes barrières donc, qui a été demandé par le gouvernement. Par contre, autant les projets, c'est ça, dans le monde bancaire, mettre en place une technologie, une nouvelle version, c'est 2, 3, 4, 5 ans. Voilà, le temps que tout soit bien spécifié, construit, industrialisé, testé. On est sur une échelle de temps de 3, 4, 5 ans. Donc là, ce qu'on nous a demandé, c'est en 3 mois d'augmenter le sans contact, les limites de 30 à 50 euros. Donc, et tout ça était testé, le go dépendait des résultats qui sortaient du laboratoire ici à Caen. Donc voilà, on était vu au plus haut niveau de l'État, le gouvernement, les patrons de banque, et il y avait un reporting quotidien. Bon, à l'eau du bord, on en est où? Ça avance, donc on ne peut pas dire autre chose. Et bon, au final, on a été prêt et le démarrage a eu lieu le 11 mai 2020. Donc voilà, ça c'était pour illustrer avec un cas concret que tout le monde connaît. Alors malheureusement, heureusement pour le sans contact à 50 euros, ça permet de faire de plus en plus de transactions. Voilà, donc c'était la passerelle entre cette activité que vous connaissez tous et ce qu'on fait chez Elite. Alors après, un usage, je passe rapidement, c'est la capacité d'utiliser la carte bancaire ou le mobile ou après d'autres objets sans contact pour payer les transports. Bon, aujourd'hui, la billettique transport, c'est des applications dédiées, c'est des tickets, etc., etc. Donc, voilà. Donc là, il y a un projet qui est en train d'être testé, c'est de pouvoir utiliser sa carte bancaire pour faire du paiement. Donc, encore une fois, ces solutions sont testées ici à Caen. Alors, les cartes biométriques, j'en ai parlé un petit peu. Donc, il y a des grosses pubs. Donc là, c'est Visa et BNP qui sont partis les premiers et qui le font savoir. Et voilà, c'est difficile de passer à côté. Donc, pour la petite histoire, je parlais au début de tests d'usage. Elite, on a fait ces tests d'usage il y a 2 ou 3 ans, donc où
on avait des supports et on les a mis entre les mains de vrais gens pour voir ce qu'ils en pensaient, est-ce qu'il y aurait des bénéfices à ça. Donc les retours étaient très positifs. On a aussi testé les capteurs biométriques qui sont sur ces cartes. Et là, bon, voilà, on devrait voir des cartes françaises CB arriver en début d'année prochaine. Alors ensuite, et je crois que j'en termine avec ça, voilà, pour vous dire que là, c'est des objets sans contact qui utilisent cette technologie et qu'on retrouve déjà, mais c'est pas encore déployé comme les cartes ou les mobiles. Donc, c'est des bracelets, des montres et des bagues. Et donc, pour l'ensemble de ces supports, on a aussi fait des tests dans le laboratoire pour qu'on puisse après les déployer sur le terrain à échelle industrielle. Voilà. Merci Jean-Pierre. Donc on a le temps pour prendre une ou deux questions. Est-ce qu'il y en a en ligne ou dans la salle? Ok. Est-ce que David ou Guillaume, vous auriez une question? Sinon, j'en ai une, hein, toujours, comme toujours. Oui, donc merci d'abord pour ta présentation, Jean-Pierre. C'était vraiment très clair. Quelle est ta vision plutôt, je dirais, de développement futur de tout ça? C'est que là, tu nous as montré ce qui s'est passé récemment. Oui. On voit qu'il y a eu effectivement une très bonne dynamique du sans contact, notamment avec ce passage à 50 €. Comment tu vois les choses? Est-ce que cette dynamique va continuer à se renforcer? Quid des nouveaux facteurs de forme? Est-ce que tu peux donner une vision prospective un peu? Alors, je pense que j'en ai parlé, mais c'est le début. C'est la biométrie. Voilà. Après, voilà, la couche, le socle sans contact. Maintenant, ça va être le socle, la biométrie qui va être déployée. Alors là, on parle des cartes, mais ça ne sera pas pour les paiements en ligne. Donc tout à l'heure, je parlais de FIDO, donc c'est l'organisme mondial qui a été créé par les GAFA pour sécuriser les transactions sur Internet. Et la biométrie, qu'elle soit faciale, donc digitale, devrait rentrer dans l'univers du paiement pour le sécuriser. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est les débuts donc des cartes biométriques. Bon, il y en a une à la télé au moins, voilà. Donc elles vont être commercialisées. Donc voilà, donc je pense que c'est la biométrie la prochaine grande étape, rupture technologique. Enfin, je ne sais pas si c'est une rupture, l'ajout technologique qui devrait se déployer à grande échelle dans les années qui viennent. Ouais. Okay. Merci Jean-Pierre. Donc je vais pouvoir, donc là je jongle entre ma casquette d'animateur et ma casquette de présentateur. En essayant déjà de trouver ma présentation. Excusez-moi pour le petit délai technique. Alors, pour passer en mode présentation. Ouais, là, je ne suis pas dans PowerPoint. Donc voilà. Je pense que vous voyez suffisamment mes slides. Donc, je suis Oussama Assadi. Donc, je vais vous présenter très brièvement la société Déjà Mobile et surtout un service, une solution que nous avons lancée récemment qui permet de transformer n'importe quel smartphone ou tablette équipée de la technologie NFC en terminal d'acceptation des paiements sans contact. Donc vous voyez, la transition est parfaite avec ce que nous a présenté Jean-Pierre. Donc peut-être pour dire deux mots sur Déjà Mobile, donc l'entreprise que j'ai cofondée et que je dirige. Donc Déjà Mobile est un fournisseur de solutions technologiques. Hein. Nous ne sommes pas une banque ou une institution financière. Donc on fournit des solutions technologiques qui permettent à nos clients, qui sont principalement des banques, c'est pour ça que je vous ai mis pour présenter Déjà Mobile cette diapo avec la liste de nos clients et de nos partenaires. Donc vous voyez, vous reconnaissez les logos de certaines banques françaises, mais également des banques à l'international, donc je ne vais pas détailler. Donc nos solutions permettent à ces banques, principalement c'est des institutions financières, de proposer à leurs propres clients des services de paiement mobile sans contact. Donc ça consiste à utiliser son smartphone pour payer chez des commerçants physiques en utilisant la technologie sans contact. Donc c'est quelque chose qui est maintenant assez courant. On a développé et déployé les premiers services en France en 2016-2017 et bon voilà, après on accompagne nos clients en France et à l'international pour je dirais massifier ces services. Et là je vais faire un focus sur ce sujet-là aujourd'hui, depuis un peu plus d'un an, on a, comme je l'ai dit, introduit une nouvelle solution qui permet à n'importe quel commerçant d'utiliser
encore une fois, un smartphone ou une tablette pour accepter des paiements. Donc quelque part, ça enlève le besoin d'avoir un terminal spécifique, qui est le fameux TPE, terminal de paiement électronique qu'on connaît. Et alors pourquoi d'abord, avant de vous parler de la solution, pourquoi aller dans ce sens et quel problème on s'attache à résoudre? Donc en fait, le premier problème ou le premier constat consiste à vouloir équiper en fait les marchands les plus petits, donc ce qu'on appelle les micros et petits marchands. Et quand on regarde à l'échelle mondiale, ces marchands-là représentent 50% du produit intérieur brut à l'échelle mondiale, alors qu'ils restent largement sous-équipés en matière d'acceptation des paiements électroniques. Donc, bon, ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés dans des études, notamment de Mastercard, donc, qui estiment qu'il y a 130 millions de commerçants, à mon avis, c'est un chiffre plutôt sous-estimé, qui sont aujourd'hui non équipés de moyens de paiement électronique. Et pourquoi? Quand on regarde de manière plus précise, alors il y a la problématique du coût d'équipement qui est souvent mise en avant, et également les problématiques liées à l'ergonomie, à la facilité d'usage des terminaux de paiement notamment. Alors ça, c'est pour les petits marchands. Mais en réalité, il n'y a pas que ça. Le monde du commerce évolue également, y compris dans le grand commerce. Et là, on voit apparaître des nouvelles tendances qui sont même accélérées avec la crise sanitaire. Alors d'abord, la généralisation du sans contact. Je ne vais pas revenir dessus. Jean-Pierre nous a bien illustré ça. Mais également, dans certains commerces, je dirais de grands commerces, la nécessité de construire des expériences d'encaissement et de sortie du magasin plus fluides. Je vais vous donner un ou deux exemples. Imaginez, vous êtes dans un rayon de magasin d'électronique grand public. Vous êtes avec un vendeur qui vous a bien conseillé pour choisir, mettons, une télé, par exemple. Et à la fin de l'histoire, il va vous dire, OK, maintenant, il faut aller à la caisse là-bas, où il y a peut-être un samedi après-midi 20 minutes, 25 minutes de fil pour acheter et payer votre télé. Bah là, il vous incite quelque part à partir sans acheter, et c'est une réalité. En discutant avec certains prospects, avec certains marchands, certains évaluent le taux de perte dans cette configuration-là jusqu'à 25% des ventes. C'est-à-dire qu'un client sur 4, après avoir été convaincu par un vendeur qu'il avait trouvé le bon produit, peut partir à cause de ce qu'on appelle une friction dans cette expérience d'encaissement. Donc là, vous voyez que si on arrive à équiper les vendeurs d'un terminal, enfin d'une capacité d'encaissement carte dans le rayon, on peut résoudre ce type de problème. Et ce qui se passe, et vous pouvez vous-même en faire l'expérience en tant que consommateur, de plus en plus de vendeurs dans ce genre d'enseigne sont équipés de tablettes professionnelles pour par exemple consulter les stocks, avoir des catalogues à montrer, etc. Donc si la tablette est compatible NFC, vous me voyez venir, on peut y mettre une application pour la transformer en terminal d'encaissement. C'est juste un exemple, des exemples comme cela, j'en ai des dizaines. Donc en fait, ce sont de nouveaux parcours d'achat et de nouveaux parcours de ce qu'on appelle d'expérience utilisateur dans des magasins, quelle que soit leur taille, quel que soit leur type. Donc pour répondre à ces enjeux, nous avons en fait introduit cette solution qui est une solution basée sur les standards bancaires. Alors ça c'est important, c'est pour ça aussi que dans cette deuxième partie de la session, on a associé la présentation d'Elite à la nôtre. Nous, comme Elite, on travaille pour l'écosystème bancaire, donc toutes nos solutions sont certifiées par les réseaux de paiement, donc que ce soit CB en France, les réseaux internationaux comme Visa, Mastercard, etc. Donc, quand on développe une application, un service comme celui-là, évidemment, avant d'avoir le droit de le vendre à des banques, il faut le certifier. Et on passe par des laboratoires de certification comme Elite pour obtenir ces labels-là. Donc là, ce que je vous montre, c'est l'application alors en marque blanche. Attention, nous, la marque Déjà Mobile n'est pas visible. Je vous montrerai à la fin une déclinaison pour une banque pour que vous voyez concrètement ce que ça donne. Donc là, le marchand a entre les mains cette application sur son téléphone, par exemple, sur son smartphone NFC. Quand il doit encaisser un montant, c'est comme sur un terminal de paiement. Il va saisir le montant, ici 25 €, et ensuite il va demander au consommateur de mettre sa carte, s'il paye avec une carte, mais ça peut être aussi une montre, ça peut être un smartphone, au dos du téléphone pour faire la lecture NFC. Alors là, le montant est inférieur à 50 € en supposant que les compteurs sur la carte soient dans le bon état. On ne va pas avoir besoin de saisir le code PIN. Donc on passe directement à ce qu'on appelle la demande d'autorisation qui part en ligne et ensuite l'approbation du paiement. Alors arrivé à cette étape, vous voyez là un QR code affiché qui sert. Donc il n'y a plus de ticket matériel, d'ailleurs le ticket matériel papier n'est plus obligatoire, ça vous le savez, et donc on peut immédiatement télécharger en scannant ce code, le consommateur peut télécharger son reçu CB ou alors se faire envoyer ce même reçu par mail ou par SMS s'il accepte de donner son adresse mail ou son numéro de mobile aux commerçants. Alors quand il s'agit de paiements plus importants, au-dessus de 50 €, donc si soit on utilise un terminal mobile où l'authentification est faite sur le terminal ou une carte biométrique, et dans ce cas on n'a pas besoin de demander
au consommateur de saisir son code confidentiel sur le terminal. Sinon, si on est en train d'utiliser une carte sans contact tout à fait traditionnelle, donc on va présenter sa carte et ensuite on va saisir son code confidentiel, comme vous le voyez ici, sur l'application, donc sur le smartphone du commerçant, de manière à pouvoir valider le paiement. Donc je ne vais pas être plus long parce que le temps nous est compté. Il y a d'autres fonctionnalités dans l'application. Je conclus en vous montrant juste de manière visuelle ce que ça donne quand c'est décliné avec une banque. Voilà, ça c'est le premier client qui nous a fait confiance sur ce service, c'est le Crédit Agricole qui a mené une expérimentation à la Caisse régionale du Languedoc. Donc voilà, bon ça c'est public, mais on est au 10e client déjà signé sur cette solution-là, donc il y en a bien d'autres qui ont fait ce service. Donc je vais m'arrêter là. Donc est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question Alors je n'avais pas une question concernant précisément Oui. j'avais une question concernant le Rollon, en l'occurrence, sûr. qui m'est parvenue. Oui. C'était juste de savoir si on pouvait payer en ligne ou pas par rapport à ces dispositifs-là. Oui, j'ai pas forcément eu le temps effectivement de vous présenter toutes les fonctionnalités, mais aujourd'hui on propose en fait en téléchargement une API. Voilà, donc pour les sites marchands en ligne. Et aujourd'hui, on a déjà des boutiques en ligne qui utilisent le moyen de paiement en Rollon pour les achats en ligne. Très bien. Merci beaucoup. Alors, pour les personnes qui sont dans la salle, vous n'hésitez pas à reposer des questions par la suite à nos intervenants. En l'occurrence, merci beaucoup pour cette intervention très claire. Pour ceux qui sont qui nous suivent sur Livestorm, sur le site de Finance Innovation, vous allez passer sur le site de Niort La Rochelle pour la prochaine table ronde qui concerne les fintech. Et pour tous ceux qui nous suivaient sur notre plateforme, sur le festival Demain c'est ici, on se retrouve d'ici un petit quart d'heure pour un atelier concernant le financement de vos projets et tous les dispositifs pour accompagner le développement de votre entreprise. Donc on se retrouve d'ici un petit quart d'heure et encore un grand merci à vous quatre pour cette intervention.